Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct, on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, Pierre Laurent, c'est le secrétaire national du Parti communiste français. Dans un instant, le JT des territoires suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zappélisé, c'est le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, le JT des territoires dans un instant. On ouvre ce journal avec Calais. Regardez ces premières images aériennes de la jungle de Calais, définitivement démantelée quelques années après la naissance de ce camp de migrants. Les mineurs étaient installés dans les containers aménagés du centre d'accueil provisoire. Tous sont partis en bus hier vers des centres d'accueil et d'orientation partout en France. C'est depuis ces centres que leurs dossiers pour aller en Angleterre seront étudiés. Caroline Fichten pour EO TV était sur place. Le premier bus est parti de Calais direction Carcassonne. À son bord, une quarantaine de mineurs isolés installés au centre d'accueil provisoire depuis le démantèlement de la jungle la semaine dernière. Au total, 1616 jeunes mineurs ont pris la route pour des centres d'accueil et d'orientation partout en France. Leur dossier sera étudié par les autorités anglaises car la grande majorité d'entre eux souhaitent rejoindre le Royaume-Uni. Mais tous ne pourront pas franchir la Manche légalement, ce qui inquiète les associations sur un possible retour de ces jeunes migrants à Calais. Il restera plus de 1000, peut-être 1300 mineurs qui se trouveront dans des centres d'accueil en France et à qui il faudra dire, vous savez, l'Angleterre, c'est fini. Cela, deux solutions, ils disent, bon, c'est fini, je fais ma vie en France, ou là, je veux pas la France, je reprends la route. Un schéma probable pour un certain nombre de migrants, donc redouté par les associations. Mais les autorités estiment qu'aujourd'hui, l'avenir des mineurs ne se joue plus à Calais, mais dans les centres d'accueil de l'Hexagone. Les containers qui abritaient les derniers migrants devraient être démontés rapidement. C'est prévu effectivement qu'il y ait un démontage. Ces containers avaient été étudiés pour ça, donc ils peuvent être enlevés et surtout réutilisés. C'est ça qui est important. Donc pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant on a travaillé surtout à raccompagner tous ces migrants, mais on a déjà quelques idées sur la réutilisation de ces containers. La semaine dernière, les majeurs ont quitté la jungle de Calais. Aujourd'hui, ce sont les mineurs qui quittent les containers. Demain, ce sera au tour des femmes et des enfants qui devraient rejoindre les centres d'accueil et d'orientation dédiés aux familles. Et Debout la France réagit à l'arrivée de migrants en Vendée. Le parti de Nicolas Dupont-Aignan estime que leur répartition dans toute la France est un projet irresponsable. Pour protester contre l'arrivée de ces migrants dans le sud Vendée, des militants ont apposé un panneau mini-Calais à l'entrée de la ville de Fontenay-le-Comte, sur place TV Vendée. Pour protester contre l'arrivée de ces migrants dans le sud Vendée, 3 militants ont apposé un panneau mini-Calais à l'entrée de la ville de Fontenay-le-Comte. Nous voulons montrer à la population que tout le monde n'est pas d'accord avec cet accueil de migrants économiques sur les territoires du sud Vendée. Disons qu'il y a d'autres urgences dans cette région vendéenne qui ne sont pas résolues et qu'il est plus facile de déplacer une population de Calais à Fontenay-le-Comte que de créer des postes de médecins, que créer des postes de généralistes, que créer des emplois. Et en Gironde, alors que l'arrivée des migrants de Calais dans le département est toujours au cœur de l'actualité, certaines communes ont fait le choix d'accueillir des familles de leur plein gré. Nous vous parlions la semaine dernière du Bouscat. Cette fois, nous allons à Saint-Capré de Blaye, un village de 600 habitants où une famille de migrants syriens a emménagé le 24 octobre dernier. Une installation qui a pu se faire grâce à la solidarité des habitants. Franck Poirot pour TV7 en Gironde. Depuis le 24 octobre dernier, Houssine et Assia et leurs 4 enfants ont emménagé dans cette maison de Saint-Capré de Blaye. Cette famille de réfugiés syriens kurdes a quitté Alep en 2012 pour fuir la répression du régime de Bachar el-Assad. Ils ont vendu leurs biens avant d'entamer un périple qui a duré 4 ans. 4 longues années sur les chemins de la Syrie, de la Turquie, avant de traverser la Méditerranée sur une embarcation de fortune où s'entassaient 65 personnes. Une traversée que Houssine a payé $2100 à des passeurs pour permettre à sa famille de rejoindre la Grèce l'été dernier. Puis la France
à la fin du mois de juillet. Ils sont ensuite passés par un centre d'accueil à Troyes avant de pouvoir emménager ici. On se sent en sécurité, on se sent bien. Je remercie tous les gens qui nous ont aidés pour arriver ici. Je pense que nous aurons une belle vie ici en France. Ce sera bien pour nos enfants et leur avenir. Je pense que nous serons heureux. C'est la première lueur d'espoir depuis bientôt 4 ans. Et avec la tragédie qui se joue en ce moment à Alep, même si elle le rend triste, Houssine ne regrette pas son choix. Cette famille a pu intégrer ce logement grâce à la générosité de quelques bénévoles. Durant 9 mois, ils ont rénové complètement cette maison qui était en ruine. Elle appartient à la municipalité qui devait la détruire. C'est le député maire de Saint-Caprais qui a eu l'idée d'en faire un logement pour accueillir des réfugiés. Tout un réseau solidaire s'est mis en place autour de cette initiative, même si elle fait grincer quelques dents parmi les habitants de Saint-Caprais. J'ai reçu des lettres anonymes, encore une là, quand j'ai lancé cette invitation. 170 000 réfugiés, pauvres Français, pauvre France. Je suis à la disposition des populations, à disposition des Français, et je peux aussi aider une famille de réfugiés syriens. Je ne vois pas où est le problème. Et ces réflexions étriquées, racistes, me font vomir. Cette famille syrienne kurde peut rester dans cette maison autant qu'elle le souhaite. Elle devra d'ailleurs payer un loyer quand elle le pourra. Aussi, l'ancien chauffeur de taxi à Alep doit tout d'abord trouver un travail. Mais pour cela, il faut faire tomber la barrière de la langue. Il sera aidé là encore par un réseau solidaire. Ses 4 enfants seront scolarisés à l'école du village. Houssine a choisi la région de Bordeaux d'abord parce qu'une de ses tantes vit dans le coin, mais surtout parce que la météo y est beaucoup plus clémente que dans le nord de l'Hexagone. On part pour l'île de Beauté, la Corse, un passage incontournable pour les candidats à la primaire de la droite et du centre. Après Nicolas Sarkozy, c'est au tour de Bruno Le Maire d'affirmer à Ajaccio ses positions pour la Corse, à commencer par la relance du développement économique. Une priorité absolue selon lui. En Corse, Anthony Peluso pour Télépaese. Le développement économique est la priorité absolue en Corse. Que si on veut que la situation s'améliore pour tous les Corses, c'est sur la question de la fiscalité, des entreprises, du lien avec le continent, avec la continuité territoriale, qui sont les priorités absolues. Je suis favorable à ce qu'il y ait des dispositifs fiscaux pour le territoire corse qui permettent à toutes les petites entreprises corses, la plupart des entreprises corses sont de petite taille, de se développer dans de meilleures conditions en tenant compte du coût de l'insularité. L'insularité a un coût considérable pour faire venir des produits ou pour les exporter. Bien, regardons ce qui peut être fait en matière fiscale pour alléger ce coût lié à l'insularité. Je suis prêt à réfléchir à un statut fiscal pour la Corse qui permettrait de tenir compte des spécificités liées à l'éloignement, à l'insularité, au coût de transport, au coût d'importation des produits, au coût d'exportation des produits qui sont réalisés en Corse. Et à l'inscription de la Corse dans la Constitution ? Je suis tout à fait ouvert à ce débat. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ceux qui vous disent que ça peut se faire en quelques mois, non, c'est pas vrai. Il y a d'autres priorités, mais on peut ouvrir ce débat. Et si ce débat doit conduire à l'inscription de la Corse dans la Constitution française, je suis ouvert à cela. Les nouvelles grandes régions s'organisent. Le 4e salon des élus locaux de la région Nouvelle-Aquitaine se réunit pour la première fois, inauguré par le président du Sénat, Gérard Larcher. Il s'achève aujourd'hui au Palais des Congrès à Bordeaux. Au programme, une centaine d'exposants, des ateliers, des conférences et la naissance d'une nouvelle fédération des associations des maires de la nouvelle grande région. Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde. Plus de 3000 élus et agents territoriaux venus de toute la nouvelle grande région se sont retrouvés ce mercredi au Palais des Congrès de Bordeaux. Un salon organisé par l'Association des maires de Gironde. La difficulté, c'est de voir et de réunir en même temps toutes les personnes qui concernent justement la Nouvelle-Aquitaine. Mais nous le faisons grâce à notre fédération régionale et nous allons signer une convention avec le président Rousset dans quelques instants. Une convention pour créer la FRAMNA, cette nouvelle fédération qui réunit désormais les 12 associations de maires départementales de la Nouvelle-Aquitaine. C'est la première mutualisation régionale d'élus en France et une étape symbolique dans la construction de cette nouvelle grande région qui se passe plutôt bien, selon son président Alain Rousset. Écoutez, je pense que si je compare à d'autres régions qui fusionnent, ça se passe pas si mal que ça. Même si, bien entendu, à Limoges ou à Poitiers, on a l'impression d'avoir perdu de la responsabilité. Il faudra un peu de temps pour l'harmonisation. Les différences sont importantes. Nous allons essayer d'accélérer ce processus d'harmonisation. Pas encore complètement conquises, les anciennes régions, comme le Limousin, veulent y croire.
Non, elles ne se sont pas encore totalement intégrées, bien évidemment. Il faudra du temps. Un certain nombre de dispositifs qui étaient les nôtres vont progressivement s'éteindre. De nouveaux dispositifs vont se mettre en place. Je crois qu'à terme, nous serons très gagnants dans cette affaire-là. Mais sans doute, dans un premier temps, il y a toujours une impression peut-être de frustration. Il y a évidemment des questions, des inquiétudes. Mais il y a en même temps que cette inquiétude des germes d'espoir très importants. Bref, la Nouvelle-Aquitaine est encore en construction et cela prendra encore du temps. Un tout autre sujet maintenant. Il y a un an était inaugurée à Nice la Maison des Victimes, une structure d'aide pour les Niçois victimes d'agressions, d'escroqueries ou de sinistres. Près de 2000 dossiers ont été pris en charge. Un événement a bien sûr marqué le personnel sur place, l'attentat du 14 juillet. Reportage de Sophie Jean-Roy pour Azur Télé. Plus 77% en 2016, l'augmentation du nombre de personnes prises en charge dans la maison d'accueil pour les victimes est considérable par rapport à l'année dernière. Depuis un an, cette structure a montré son utilité. La maison des victimes est identifiée par la population. Nous avons reçu à ce jour 2379 victimes depuis son ouverture. Donc je pense qu'elle a son utilité. Et qu'elle a bien été comprise et acceptée par la population niçoise. Les victimes les plus fréquentes sont celles atteintes de violences physiques, de vols ou de menaces. 57% des personnes sont des femmes. Des effectifs de la police municipale font partie intégrante de la structure. Les agents de proximité accompagnent les victimes pour des dépôts de plainte. Ici, les personnes sont prises en charge de A à Z. D'abord écoutées par un juriste, elles sont ensuite dirigées vers les bons interlocuteurs. Il s'agit de travailleurs sociaux puisque nos équipes sont composées essentiellement d'assistants sociaux et d'éducateurs spécialisés. Nous avons plusieurs services de soutien à la parentalité, donc aide à la famille et aide aux jeunes. Et nous travaillons également en étroite collaboration avec le Centre communal d'action sociale qui a plutôt pour mission de s'occuper des personnes seniors ou des personnes en grande précarité. En plus de ces actions quotidiennes, la maison d'accueil a joué un rôle clé suite à l'attentat du 14 juillet. Le soir du drame, près de 150 professionnels étaient mobilisés. 1500 personnes en 10 jours ont poussé les portes de l'établissement. Immédiatement, la maison pour l'accueil des victimes a ouvert au tout petit matin. Et là, les équipes du comité interministériel d'aide aux victimes, Interpol, l'identification des victimes, tout le monde s'est installé ici. C'est devenu une ruche bourdonnante, les gens venaient en masse. Donc c'était d'abord une aide psychologique, un accueil, une écoute très importante. Et à partir de là, une redirection vers tous les services qui étaient là à l'intérieur de cette maison. Le CCAS a récolté près de 260 000 € de fonds pour les victimes du 14 juillet grâce à la générosité des citoyens. Aujourd'hui encore, de nouvelles personnes se présentent ici par rapport à l'attentat. La maison des victimes, 6 rue Gubernatis à Nice, est ouverte toute la semaine et le premier samedi du mois. Voilà, et maintenant, peut-être un sujet un peu moins triste, une année de travail pour 1 kilo de récolte de safran. Le rendement semble maigre et pourtant ce produit très recherché aux saveurs particulièrement appréciées se vend plus cher que l'or. On se rend sur les hauteurs de Rodez, dans les Pyrénées-Orientales, à la rencontre d'un safranier. C'est Laurie Charrier pour TV du Sud qui l'a rencontré. Cette petite fleur mauve renferme bien des trésors. 1 kilo au total pour l'année, ce sera le résultat de longs mois de labeur. Plantées en juin, ces fleurs capricieuses sont imprévisibles. Et chaque jour, les safraniers peuvent en cueillir entre 40 et 2500. Et avec un prix au kilo plus cher que l'or, les a priori sur ce produit ne manquent pas. Souvent, j'entends que le safran en fait est cher, c'est une épice de luxe et que tout le monde n'a pas les moyens de se procurer ce bonheur en cuisine, alors que c'est vraiment tout à fait faux. Tout est relatif. Avec un gramme de safran, on peut aromatiser jusqu'à 90 à 100 portions cuisinées. Mais cueillir n'est pas la tâche la plus contraignante. Une fois dans le panier, il faut les émonder, autrement dit séparer la fleur du pistil. Une technique précise, chronophage et indispensable, car seules les parties rouges renferment les précieux arômes. Et il faudra se montrer patient. 800 fleurs émondées par heure sera un record pour les plus rapides.
Dernière étape, le séchage, pendant un temps court et dans un four. Une finition toute particulière qui fait la richesse du safran français, car ce produit très prisé est souvent contrefait. La meilleure façon de se rendre compte que c'est un vrai safran, c'est de le mouiller avec le doigt et de voir que c'est bien jaune dans la main, quoi. Et de plus, le bout du pistil est comme une petite trompette. Voilà. Donc, de cette manière-là, on reconnaît un vrai safran. Et la qualité, c'est parce qu'il est rouge et parce qu'il est très odorant. Il y a vraiment une odeur type safran qui est un peu fleuri, fruité, charnel, presque. En sirop, vinaigre ou miel, les variantes ne manquent pas. Et vous l'aurez donc compris, pour agrémenter vos plats et éviter la contrefaçon, privilégiez les produits trouvés sur les marchés. Une exclue, comme on dit pour finir ce journal. Le prince Albert de Monaco se fait rare à la télévision. Il ne parle pratiquement jamais. Nous l'avons rencontré pour nous parler de la maison familiale de Philadelphie, celle de la princesse Grace qu'il a acquis la semaine dernière avec ses cousins américains, les Kelly. Marc Méran pour Nice Matin Vidéo avec Stéphane Atia pour TV5 Monde. Tout simplement, une vieille dame qui était la propriétaire pendant presque 40 ans et qui était décédée, et donc ses ayants droit n'ont pas voulu garder la maison, donc je suis porté acquéreur il y a peu. Et donc voilà, on va un petit peu décider ce que l'on va en faire. C'est sûr que ça ne sera pas une maison d'habitation, mais il y aura des bureaux, il y aura peut-être aussi quelques événements liés à la fondation de ma mère aux États-Unis. Et donc, mais je pense que c'était une opportunité qu'il ne fallait pas rater. Avant d'accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, on va passer la revue de presse de vos quotidiens ce matin, dans un instant. On commence par la politique avec à la une de vos titres de la PQR, un François Hollande qui bat le pavé normand, évidemment pour Paris-Normandie. Le débat des primaires de la droite et du centre à la télévision ce soir, c'est Alain Juppé, pivot du débat télévisé pour la Nouvelle République. Non, il n'a pas encore perdu. On parle de la primaire, bien sûr, de la droite et du centre. Malgré des sondages défavorables et des ralliements de poids à Alain Juppé, Nicolas Sarkozy se dit certain de créer la surprise. Et c'est dans Le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin. Pour Sud-Ouest, ces députés qui vont raccrocher aux législatives parmi les 36 députés des 7 départements de la zone de diffusion du journal Sud-Ouest, 13 ne se représenteront pas en juin 2017. Ils exposent les raisons dans Sud-Ouest ce matin. La société maintenant et les préoccupations pour une partie de la population qui cumule les emplois, c'est l'Est Éclair qui titre « Obligé de cumuler les métiers pour vivre ». Ils multiplient les activités pour améliorer leur situation financière à la une de l'Est Éclair. Le Télégramme traite des chèques, l'exception française. Voilà des années que l'on annonce la disparition prochaine du chéquier, mais il résiste. Le chèque, bien qu'en perte de vitesse, reste un moyen de paiement apprécié des Français, notamment dans les entreprises. L'Hexagone concentre à lui seul plus des 2/3 des chèques émis dans l'Union européenne. Une exception française jugée cependant trop coûteuse par les banques. La mode Made in France à la une du Nord Littoral. Et oui, Macadam Karma habille la NBA et le rap français. C'est la mode de rue Made in Calais à la une du Nord Littoral. Un peu d'air frais du grand large avec Ouest France. Mais où sont les femmes? Se pose la question Ouest France ce matin. Vendée Globe, où sont les femmes? C'est la une de Ouest France. Enfin, la dépêche traite du débat actuellement en cours aux États-Unis à l'occasion des élections présidentielles. Trump-Clinton du jamais vu. À 5 jours de l'élection, la violence des attaques entre les deux candidats à la Maison-Blanche est inédite et ce duel impitoyable est plus que jamais incertain. Vous le savez, on se retrouvera d'ailleurs le 9 novembre au matin pour une émission spéciale de Territoire d'Info concernant
Les résultats de la nuit de l'élection présidentielle américaine qui, vous le savez, oppose Donald Trump à Hillary Clinton. Voilà, aujourd'hui j'accueille pour le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale 3 éminents spécialistes. Thierry Dupont de l'Express-Ville, bonjour. Merci d'être avec nous Thierry. Mathieu Verrier de La Voix du Nord, bonjour, Mathieu. Et Olivier Allemand de Campagne TV, bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. On va tout de suite démarrer Thierry Dupont de l'Express-Ville avec les conditions de ralliement de Valérie Pécresse à quelques heures du débat des candidats de la droite et du centre. Vous avez des secrets à nous révéler? Du secret, je ne sais pas. En tout cas, c'est un très joli coup qu'a réalisé Alain Juppé, puisque Valérie Pécresse a décidé de le soutenir pour cette primaire. Je crois qu'elle a fait un choix de raison. Elle s'est dit elle l'a dit d'ailleurs dans une interview Figaro, elle a dit qu'elle voulait lui donner un élan avant ce premier tour, qu'elle jugeait qu'il était le plus rassembleur. Voilà. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle a beaucoup gagné je dirais, en épaisseur, en force politique depuis qu'elle a été élue à la tête de la région Île-de-France en décembre 2015. Elle était assez proche de François Fillon. Elle a été ministre de Nicolas Sarkozy. Elle a un temps pensé soutenir Bruno Le Maire, parce qu'elle avait été un peu séduite par le thème du renouveau. Et puis finalement, elle a choisi de soutenir Alain Juppé. Alors derrière vous, on voit ce papier de l'Express sur ce ralliement. Arrête-moi si tu peux. C'est un clin d'œil au film de Spielberg, bien sûr. On sent quand même une ascension de Valérie Pécresse, et c'est pas un hasard si Alain Juppé a fait 2 fois des allusions au fait qu'il pourrait nommer une femme à Matignon. Dans ce papier, qu'est-ce qu'on dit qu'on ne sait pas là, de ce qu'on n'a pas su ces dernières heures là-dessus? Par exemple, Alain Juppé a été le premier. Valérie Pécresse avait fait une liste de commissions. C'est-à-dire qu'elle avait écrit une lettre à tous les candidats de la primaire, qu'elle leur avait adressée. Il a été le premier à répondre. Et non seulement Nicolas Sarkozy n'a pas répondu, c'est vrai? Nicolas Sarkozy n'a pas répondu. À ce jour, il n'a pas répondu. Et non seulement Alain Juppé a répondu, mais il est venu au 2e rendez-vous qu'elle a eu avec lui. Il est venu début octobre à la présidence de la région Île-de-France. Il est venu avec l'exemplaire de la lettre qu'elle lui avait adressée, annoté de sa propre main pour lui faire part de ses propres propositions. Olivier Allemand? Non, la vraie question en fait qui se pose sur Valérie Pécresse, c'est d'avoir effectivement, est-ce que c'est une femme de synthèse qui, depuis qu'elle est élue à la région Île-de-France, prendre la hauteur et justement essaie de positionner au-dessus de ses courants, ou est-ce que c'est un réel choix d'opportunisme en fait? Alors, voilà. Ce qui a beaucoup intéressé Alain Juppé et l'équipe d'Alain Juppé dans le cas de Pécresse, c'est qu'effectivement, elle a su montrer à la tête de la région Île-de-France, d'abord qu'elle fait travailler ensemble tous les courants. Elle a à côté d'elle, son premier vice-président, c'est Jérôme Chartier, qui est la première gâchette de François Fillon. Elle travaille avec Frédéric Pechnard, qui est un très proche de Nicolas Sarkozy, qui est directeur général des Républicains. Voilà. Elle a également des leméristes. Elle a plusieurs leméristes parmi ses vice-présidents. Donc elle a su montrer. Et en même temps, elle applique un vrai programme de droite, pour lequel elle a reçu un mandat des électeurs et pour lequel elle déroule vraiment son programme. Alors certains disent que c'est de l'affichage, mais enfin aujourd'hui elle présente par exemple son bouclier sécurité. Donc elle s'inscrit vraiment dans les pas d'une droite, je dirais pas décomplexée parce que c'est devenu galvaudé comme terme, mais en tout cas elle assume être une femme de droite. Ce qui est vrai, c'est qu'elle a su quand même structurer aussi au sein de chacune des entités de sa région, et pour les agriculteurs là, que je représente, elle a une vraie politique régionale agricole qu'elle essaye d'imposer aussi. Quelle est cette politique d'ailleurs? Justement, elle essaie d'accompagner tout ce qui est développement des circuits courts, des circuits de proximité, pour justement faire en sorte que toute la ceinture régionale agricole alimente Paris en fait. Ça fait l'affiche, ça, de duo Alain Juppé, Valérie Pécresse, ça fait sens? En tout cas, ça fait sens, notamment pour la parité, clairement. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est affiché un poids lourd, et c'est une des rares femmes à droite qui peut peser, quoi. Il y a qu'à voir un peu les réactions un peu dépitées des sarkozystes depuis qu'elle a annoncé son ralliement. Ils ont essayé de lui faire des procès en déloyauté, enfin de lui reprocher son manque de fidélité, disant qu'elle avait suivi plusieurs ténors. Bon, voilà, c'est une femme qui aujourd'hui pense qu'elle est l'égale des autres et qu'elle entend faire son choix en toute indépendance. Mathieu Verrier. C'est une génération qui n'a plus de fidélité. C'est une génération qui veut rouler pour elle-même. Les Bruno Le Maire, NKM, Pécresse, Bertrand, c'est fini. Ils sont plus dans une écurie. Ils veulent mener leur propre écurie. Est-ce que c'est un moyen aussi pour Alain Juppé de rallier les fillonistes, du coup, avant terme? Je sais pas, le dernier sondage ce matin était plutôt pro-Fillon, puisqu'il regagne sur le sondage de Doxa. Il regagne 4 points, 11, hein. Voilà, ça montre qu'il y a des ponts. C'est pas un moyen d'attirer des fillonistes. C'est pas un clin d'œil aux fillonistes?
ça montre qu'il y a des passerelles entre les deux. Ouais. Actuellement, c'est plutôt François Fillon qui a le vent en poupe, hein, depuis la semaine dernière, depuis sa bonne émission sur France 2 aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le camp Fillon, on se rêve à bousculer l'ordre établi, c'est-à-dire à arriver parmi les deux finalistes. Très rapidement, à quelques heures du débat, François Bayrou est toujours au cœur du débat et du conflit entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Il peut se passer des choses ce soir ? Clairement, on voit bien que c'est là-dessus que les sarkozystes ont envie d'attaquer Alain Juppé. Je crois que Eric Ciotti en a encore remis une couche hier soir. On verra bien. Si François Bayrou devient le thème central du débat de la droite ce soir, tout aurait été dit. Olivier Allemand, les attentes des agriculteurs sur la prochaine COP 22 qui a lieu à Marrakech. Oui, qui débute lundi prochain. C'est vrai que la COP22, c'est du 7 au 18 novembre. Et c'est vrai que après la signature de l'accord de Paris, de la COP21, qui était réellement les décisions sur les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, normalement, la COP22, on doit rentrer dans les solutions concrètes. Alors, les solutions concrètes pour les agriculteurs, ça part d'une initiative française qui a été lancée par Stéphane Le Foll, qui est le 4 pour 1000. Alors, c'est quoi le 4 pour 1000 ? C'est d'augmenter le stockage du carbone dans les sols de 0,4% par an. Et pourquoi ce chiffre-là ? Puisque des études très sérieuses donc de l'INRA ont estimé qu'au niveau mondial, si on arrive à stocker 0,4% de carbone de plus par an sur toutes les terres agricoles et sylvicoles dans le monde, eh bien, on augmente bien sûr la fertilité des sols en carbone, mais on stabilise la concentration de CO2 dans l'atmosphère au niveau mondial. Alors pour une fois, c'est super concret ça. Oui, c'est super concret, c'est super mathématique. C'est les chercheurs, je vous dis, de l'INRA qui ont étudié ça au niveau international. Mais l'objectif, réellement, en plus de cette COP22, c'est de diffuser cette bonne pratique, et notamment en Afrique, puisque l'enjeu de l'agriculture de demain, c'est quand même le développement de l'agriculture en Afrique. Et donc, l'amélioration, là aussi, de l'agriculture en Afrique passe par directement d'infuser de bonnes pratiques agricoles qui intègrent ce 4 pour 1000, donc, qui a pour ambition de stocker 1,2 milliard de tonnes de carbone par an. Merci. Oui. Mathieu Verrier, dans La Voie du Nord, le démantèlement achevé à Calais. Premier bilan, qu'est-ce qu'on peut dire ? Premier bilan, c'est une opération plutôt bien menée. Il reste encore les femmes seules ou avec enfants qui doivent être dirigées vers des CAO aujourd'hui. Il reste deux questions. D'une part, comment éviter que les campements se reforment à Calais ? Comment ça va se passer maintenant ? Voilà, comment ça va se passer maintenant ? Et comment conserver une pression sur le Royaume-Uni ? Les migrants ne sont plus à leur porte. On dit loin du cœur, loin des yeux. Loin des yeux, loin du cœur. On a vu que le cœur anglais était pas très large. Donc comment maintenant faire pression pour qu'ils accueillent eux aussi leur part de... Quelle est la stratégie politique derrière tout ça ? Parce qu'au fond, on a vu une formidable opération aussi de communication du gouvernement sur le démantèlement, qui s'est bien passé, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose de construit derrière ça ? Ou est-ce que l'impression qu'on a, c'est que... Pour Calais, de toute façon, on ne pouvait pas construire quelque chose vraiment sur le temps. C'était l'urgence. Démanteler la jungle. Après, ce qui peut se construire, c'est au niveau européen, c'est au niveau français aussi. Comment peut-être créer des plateformes à Paris, à Lyon, à Calais pour accueillir ce flux. Mais là, sur le démantèlement, il n'y avait rien de construit, c'était de l'urgence. Et comment sont accueillis les migrants ? C'est le titre de La Voie du Nord. Thierry Dupont, là-dessus. Oui, juste un petit détail. On voit que la politique n'est jamais très loin, parce que je voyais par exemple hier soir Manuel Valls, lors d'une remise d'un prix à Paris sur la laïcité, disait que tous les migrants de Calais demain seraient français. Donc, Manuel Valls, qu'on a connu très martial sur la question de l'immigration, qui aujourd'hui cherche à se poser davantage en rassembleur de la gauche au cas où il faudrait porter les couleurs de la gauche l'année prochaine. Bon voilà, il fait un geste en tout cas en direction des migrants. Merci Thierry Dupont, merci Mathieu Verrier, merci Olivier Allemand. On va regarder ensemble la météo, le temps qu'il fait aujourd'hui dans les territoires français, mais aussi ceux d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terre Léopro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, et bonne fête au Uber, vous l'avez vu. On passe aux Appellisés, le premier zapping des matinales politiques de Christophe Combarieux. Il y a un proverbe persan, donc c'est l'Iran, qui dit... Ça n'est pas en ajoutant des doutes aux doutes que l'on peut rassurer, stabiliser. Il y a là quelque chose qui relève de la manœuvre que de vouloir pousser François Hollande dehors, au motif qu'il y a eu un livre qui est effectivement pas le meilleur livre auquel est contribué François Hollande. Lorsque vous gardez un secret, si vous le gardez, c'est votre esclave. Si vous le dévoilez, c'est vous qui en devenez l'esclave. Ce qui n'est pas à la hauteur, c'est le spectacle sans précédent d'un Premier ministre qui a honte du président qui l'a nommé. Si j'étais choisi, je confierais Matignon à François Baroin et je fais... à François Baroin, pas Bayrou. Petit lapsus, c'est toujours amusant les lapsus. C'est toujours amusant. Non, j'ai dit Baroin. Le débat qui est en train de se dérouler et les attaques, par exemple, à l'égard de François Bayrou ne rehaussent pas, me semble-t-il, le débat. Bayrou a manifestement un problème personnel avec Nicolas Sarkozy. Il l'a insulté, à travers lui, il a insulté tous ceux qui soutiennent Nicolas Sarkozy. Voilà quelqu'un qui a été 3 fois candidat à la présidence de la République, 3 fois il a échoué au premier tour. Il a récupéré une UDF qui avait 100 députés, il n'y en a plus un seul. Et toutes les personnes avec qui il s'est allié, ça s'est mal tourné. Mais c'est le choix d'Alain Juppé. Vous soutenez Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Ça vous a pas échappé. Qui est attaqué par les sarkozystes en raison du soutien de François Bayrou. Nous refusons le centre Girouette, qui est avec nous le lundi pour gagner la ville de Pau et qui est le mardi avec François Hollande pour concourir au retour du socialisme à la tête du pays. Pour gagner, il faut que des gens qui n'aient pas voté pour nous avant, maintenant, votent pour nous. Donc il faut qu'ils viennent, mais Alain Juppé n'est pas un dealer. Pour moi, qui veut une rupture très franche avec le quinquennat socialiste qu'on vient de vivre, Alain Juppé a 2 atouts maîtres. C'est une femme politique de premier plan, elle préside la première région française, 12 millions d'habitants, donc effectivement, tout le monde attendait un peu son choix. Je vous remercie de tout cœur. Non, mais elle a le droit, on est quand même libre. Je ne vais pas faire de procès à qui que ce soit parce qu'il fait un choix. Il y a un sondage à paraître demain, un sondage IFOP très sérieux pour Psychologie Magazine sur la gentillesse. La question c'est quel candidat est le plus gentil et la réponse c'est vous. Est-ce que vous vous embouchez un coin hein. Ils sont pas sérieux les gens. Non mais monsieur, vous voir les gens, non? Ben oui, c'est pas les journalistes. Mais pour l'instant, on a du mal un peu à voir les habitants, voilà. Je ne suis pas venu pour vous voir. Est-ce que vous avez un mot gentil pour Nicolas Sarkozy qui est le dernier de ce classement? Allez, pas de polémique. Alain Juppé en visite ce matin à Argenteuil, après avoir dévoilé hier une affiche de campagne plutôt austère. Même le community manager du compte de campagne de Nicolas Sarkozy est allé de son petit message. Il n'a pas hésité à faire le parallèle entre cette affiche et un faire-part de décès. Depuis là, il a retiré son tweet, c'est quand même plus poli. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste français et notre invité politique ce matin. Pour vous interroger à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. Pierre Laurent, on a l'impression que l'on ne parle que de la primaire de la droite et du centre avec ce débat télévisé évidemment ce soir. À gauche, ça semble être le flou le plus total. Et chez vous, où en êtes-vous? On a envie de vous demander. C'est-à-dire que d'abord du point de vue de la droite, ils s'organisent et on sait que leur objectif est la reconquête du pouvoir, flanqué en plus d'un front national dangereux. Donc la question qui est posée à gauche, c'est est-ce qu'on construira ou pas une candidature capable d'empêcher cette victoire. Le spectacle offert par le Parti socialiste est assez affligeant. Tout le monde est suspendu à la décision d'un président de la République qui est lui-même en déconfiture dans l'opinion publique. Donc je pense qu'il faut tourner cette page et je ne cesse de dire depuis des mois qu'il faut construire la candidature de gauche la plus large possible sur un projet qui ne peut pas être celui de la défense du bilan du quinquennat précédent, qui a été un fiasco. Donc nous allons poursuivre cet effort-là, mais c'est compliqué, il y a beaucoup d'obstacles à ça. Quels obstacles ? Les obstacles sont nombreux. Il y a d'abord les socialistes critiques que je souhaiterais voir travailler avec nous.
semblent enfermer. C'est-à-dire Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, les Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Qui avec nous étaient dans le combat contre la loi travail ou contre la déchéance de nationalité l'an dernier. Ceux-là se sont laissés enfermer dans une primaire dont on ne voit ni la perspective ni les contours, sans base politique claire. Voilà, donc je crois qu'ils perdent beaucoup de temps dans ce travail-là. Mélenchon veut continuer, Jean-Luc Mélenchon veut continuer seul. Nous essayons de discuter. Vous avez rencontré des proches de Jean-Luc Mélenchon bien sûr, hier. parce que moi j'ai écrit à tout le monde pour continuer ce dialogue et cet effort de rapprochement et de convergence. Donc nous les avons rencontrés hier. Mais le cadre de soutien que propose Jean-Luc Mélenchon ne convient pas parce qu'il a construit un nouveau mouvement, ce qui est parfaitement respectable en quittant le Front de gauche. C'est son choix, mais il ne peut pas nous demander de nous fondre dans le cadre qu'il a construit seul. Pour qu'on comprenne bien, juste Pierre Laurent, par rapport à vos militants, à vos sympathisants, votre calendrier, votre prise de décision, ce sera quand? Alors nous avons samedi à une conférence nationale sur cette question. Nous allons évaluer la situation. Très probablement, nous y prendrons 2 décisions. C'est encore en discussion, mais la première est de continuer nos efforts pour essayer de faire converger le maximum de forces à gauche et nous saisirons toutes les occasions jusqu'au dernier moment pour que ce soit possible. Et puis, sans attendre, nous allons quand même prendre une décision de nous engager dans une candidature. Il y a 2 options qui sont en débat. Celle qui consiste à soutenir Jean-Luc Mélenchon et celle qui consiste à présenter un candidat issu du parti communiste. Il n'y a pas de troisième option qui serait... Si, il y en a une et que nous allons maintenir en perspective en permanence, c'est celle de faire converger Jean-Luc Mélenchon, nous-mêmes, les socialistes critiques, les écologistes. Quand on vous écoute, Pierre Laurent, on voit que c'est difficile quand on vous écoute, puisque les discussions hier avec les proches de Mélenchon n'ont rien donné. Vous dites, je n'arrive pas à faire un bloc avec les anti-Hollande au sein du Parti socialiste. C'est difficile. Pourquoi? Parce que le quinquennat de François Hollande a jeté tout le monde dans le désarroi et dans la division. Donc il faut effectivement reconstruire. Nous sommes en train de reconstruire une gauche offensive sur un vrai projet de gauche. J'espère que nous serons capables de faire des progrès rapides dans cette voie-là avant l'élection présidentielle, pour les élections législatives. Pour la suite, mais c'est la tâche qui est maintenant devant nous. Mais justement, vous jouez le coup d'après, c'est-à-dire vous jouez les législatives. Pas du tout. Justement, je fais partie de ceux qui refusent de jouer le coup d'après et qui ont décidé de ne pas se résigner à la victoire de la droite et de l'extrême droite. Ça fait d'ailleurs partie du problème. C'est que, une partie des forces de gauche ont intégré la défaite. Et considère que maintenant, laisser revenir au pouvoir des gens qui proposent de supprimer 300 000 fonctionnaires, de maintenir l'impôt, de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui, mais alors pourquoi ne pas jouer une candidature communiste? Vous avez peur de faire 3%? C'est quoi le problème? Vous pourrez être celui-là, ce candidat? Mais parce que si... D'abord, c'est une hypothèse qui est discutée, elle n'est pas écartée. Aujourd'hui, elle fait partie de notre débat. Si elle était mise en place, cette hypothèse, ce serait pour être au service de cette démarche de rassemblement, parce que notre problème n'est pas d'ajouter de la difficulté et d'essayer de trouver une solution à la situation. Donc nous allons continuer, je le répète, cet effort-là en toute hypothèse. Pierre Laurent, quand même, derrière tout ça, si vous dites tout à l'heure que vous tournez un peu la page des années Hollande, pour les législatives quand même... Les Français l'ont tourné. Vous savez très bien qu'un certain nombre de vos députés d'aujourd'hui ont fait des alliances avec les socialistes, ont été élus grâce aux voix socialistes. Est-ce que vous ne risquez pas de toute façon de vous retrouver avec encore moins de députés communistes? Mais vous savez, ce que je dis sur le quinquennat Hollande, c'est ce que pensent 90% des électeurs de gauche. Qu'ils soient électeurs communistes, électeurs du Front de gauche, électeurs socialistes. Je discute tous les jours, j'étais dans le nord, dans l'est de la France il y a quelques jours, vous rencontrez des salariés, mais le constat que nous faisons, le constat de faillite que nous faisons sur le quinquennat de François Hollande, il est partagé très très largement parmi les électeurs socialistes. Pierre Laurent, très concrètement, dans sa course au parrainage pour la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon se heurte à la résistance de certains élus communistes. Quelles sont les directives du parti? On voit que c'est pas simple. On voit que c'est jamais simple. C'est une question de résistance. La décision du Parti communiste n'est pas prise. Donc, il est parfaitement normal
que les élus communistes qui ont la possibilité de parrainer un candidat attendent cette décision. Ça n'est pas une question de résistance. Non, mais là, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites statu quo, on attend? Oui. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit « moi j'ai des promesses d'élus communistes », d'ores et déjà. Oui, il y en a quelques-unes qui ont été rendues publiques. Lui, il parle de 30 élus communistes, mais il y a plusieurs centaines d'élus communistes ça vous qui gêne sont capables de parrainer un candidat. Ça fait partie du débat que nous avons. Mais ce que je constate, c'est que l'immense majorité des candidats communistes attendent la décision que nous prenons. Oui, mais une pétition circule au sein de votre parti pour soutenir Jean-Luc Mélenchon. Donc pourquoi ne pas y aller franco, dire OK, vous pouvez soutenir. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Il y a un débat dans le Parti communiste sur l'option à choisir. Donc il est normal que ce débat se mène de manière démocratique entre communistes. Il n'y a pas de problème à ça. Nous assumons très tranquillement les débats qui nous traversent. C'est Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, qui est l'invité de Territoire d'Info avec la presse quotidienne régionale et sur Sud Radio. Pierre Laurent, vous êtes un démocrate. Les policiers défilent toujours dans les grandes villes françaises. Cela dure alors même que le gouvernement leur a promis des moyens. Est-ce que vous les soutenez toujours ? Écoutez, je pense qu'il y a un vrai problème de moyens pour la police. Je pense que ces moyens devraient être mis au service d'une police, du retour massif d'une police de proximité. Est-ce que vous soutenez ce mouvement, ces manifestations, toujours, alors que le gouvernement s'est engagé ? Je comprends cette exaspération des policiers. Et je répète qu'effectivement, les moyens qu'ils demandent pour faire leur travail, pour travailler dans de bonnes conditions, sont nécessaires. Je dis aussi que les moyens supplémentaires doivent être mis pour permettre à la police de refaire mieux son travail, notamment dans la proximité et dans les quartiers. Mais Pierre Laurent, ça va plus loin que ça. Les policiers demandent une réforme de la légitime défense. Il y a une réunion aujourd'hui au ministère de l'Intérieur avec Bernard Cazeneuve. Les policiers... Certains policiers. Certains policiers. Il y a une exigence sur la table aujourd'hui au ministère. Il y a une exigence très massive dans la police. Moi-même, il m'arrive de rencontrer des policiers qui travaillent dans des commissariats, etc., qui est de pouvoir bien travailler, mieux travailler. En vérité, les policiers, en très grand nombre, disent des choses que vous retrouvez dans tous les services publics. Vous allez discuter avec des hospitaliers, avec des personnels de justice. Tout le monde se plaint des difficultés croissantes de travail dans les services publics et du manque de moyens. Vous êtes pour un changement du cadre de la légitime défense des policiers ? Non, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à cela. Et je ne pense pas que la dérive à laquelle certains poussent vers toujours plus d'armement, toujours plus de possibilités de riposte dans des conditions qui iraient au-delà du cadre actuel, alors là, poserait beaucoup de problèmes. Et j'attire l'attention sur le fait que quand on regarde ce qui se passe dans le monde ou dans d'autres pays, il y a des pays où on a été beaucoup plus loin dans ce sens-là. Ce ne sont pas des pays plus sûrs que les nôtres, loin s'en faut. Alors à propos de sûreté, le nouveau fichier regroupant les données de 60 millions de Français, la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés, réclame un débat parlementaire. Elle dit c'est normal, c'est un sujet qui touche à la liberté des Français. Vous êtes pour un débat parlementaire ? Absolument. Et je pense que ce qui se passe est très problématique. Je pense que le fait que le décret soit paru sans qu'il y ait eu de réel débat parlementaire sur ça est un problème. Je pense que c'est une affaire extrêmement sérieuse. Il faut un débat parlementaire le plus vite possible. Et d'une manière générale, nous avons à réfléchir dans un monde où on est de plus en plus fiché, et pas seulement par l'État, mais aussi par des grandes entreprises multinationales et par beaucoup d'autres. Il y a un vrai problème de contrôle démocratique sur l'ensemble de ces fichiers. La CNIL et beaucoup d'associations alertent en permanence sur ces questions et les conditions d'un contrôle démocratique ne sont toujours pas réellement suffisamment réunies. Donc un débat parlementaire me paraît une très bonne chose. Gilles Leclerc. Vous êtes sénateur de Paris, il y a des camps de migrants dans la capitale, à Stalingrad. Est-ce qu'il faut évacuer ce camp de Stalingrad ? Apparemment, le ministre de l'Intérieur a l'air décidé de le faire.
Comment vous voyez ça? Je pense qu'il faut amplifier pour pouvoir évacuer dans de bonnes conditions, parce qu'on ne peut pas laisser des gens dormir dans la rue. Ça fait 29 fois qu'on évacue le campement de Stalingrad. Mais oui, mais à Paris, parce que laissez-moi terminer justement. Pour pouvoir évacuer dans de bonnes conditions, il faut construire les solutions. Et les solutions, on a beau tourner autour du pot, elles sont simples. Elles sont de mener un effort d'accueil digne, réparti sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qui s'est passé pour le démantèlement de la jungle de Calais, vous dites que ça s'est plutôt bien passé, vous reconnaissez ça? Disons que je suis allé il y a quelques semaines visiter le camp de Calais. On voyait bien qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation qui n'était pas digne du point de vue des conditions de vie de ces femmes et de ces hommes. Mais on a réparti, et ça c'est une bonne chose. Je remarque d'ailleurs qu'il y a eu des tentatives pour exciter la haine un peu partout sur le territoire et avec les mots d'ordre, ma commune sans migrants, etc. Et qu'en vérité, progressivement, eh bien, cet effort d'accueil se mène avec le concours d'associations, de populations, d'élus locaux qui sont favorables. Donc la France est capable de cet effort d'accueil et je crois que nous devons amplifier cela si nous voulons trouver des solutions pérennes et durables. Mais il y a d'autres questions. Il faut, par exemple, beaucoup de ces gens se relèvent du droit d'asile, donc il faut leur permettre de remplir leur dossier de demandeur d'asile. Ça a été fait à Calais. Pour les autres, mais il faut accélérer. Il faut élargir la capacité d'accueil et il faut accélérer l'examen des dossiers, etc. Pour ceux qui ne vont pas relever ou qui ne relèvent pas du droit d'asile, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Je crois que beaucoup peuvent quand même être accueillis dans notre pays. Je le répète, donc, il n'y a pas de reconduite dans leur pays d'origine. Mais écoutez, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes. Et je pense que la France n'est pas du tout à la hauteur du devoir d'accueil dont elle est capable. Sont tous à l'unisson là-dessus? Oui, je crois qu'il y a une volonté. Vous savez, les maires communistes, il suffit d'aller dans leur ville pour voir que l'effort d'accueil, il est permanent de leur part à l'égard de beaucoup de populations qui sont en difficulté. Non seulement ces populations-là, mais aussi beaucoup d'autres qui, dans la population française, sont des populations qui ont du mal à trouver un logement ailleurs, etc. Donc les villes qui sont dirigées par des communistes sont des grandes villes d'accueil, d'une manière générale. Pierre Laurent, je ne sais pas si vous allez regarder le débat de la droite et du centre. Je ne le regarderai pas en direct parce que j'ai une autre réunion à laquelle j'ai invité tout un tas de personnalités, mais peut-être que je le visionnerai. Oui, en tout cas, il sera diffusé aussi sur iTélé. Est-ce que vous soutenez les grévistes de cette chaîne qui, vous savez, sont en conflit avec l'actionnaire Vivendi ? Oui, je soutiens les grévistes d'ITélé qui posent un problème qui est très important parce que la grève a démarré sur le problème de Jean-Marc Morandini à l'antenne, mais le problème est plus sérieux que ça. C'est la place et le respect des rédactions et de leur travail dans des groupes qui sont de plus en plus contrôlés par... Vous pourriez prendre une initiative au Sénat, par exemple, là-dessus, ou à l'Assemblée nationale ? Vous savez que nous avons mené ce débat il y a assez peu de temps, puisque nous avons discuté d'une loi qui concernait cela, pour donner davantage de pouvoir aux rédactions dans les groupes de presse. Mais j'avais dit à ce moment-là qu'une des faiblesses de cette loi, c'est qu'on ne discutait pas assez de moyens de lutter contre la concentration dans les pouvoirs de quelques grands groupes, de tout notre système médiatique. Eh bien, la grève d'ITélé remet le doigt sur ce problème. Si on peut réouvrir ce débat au Parlement, j'en serai le premier à... Merci. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, d'avoir été notre invité. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, j'accueille Patrick Roger, le directeur général de Sud Radio. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Thierry Dupont de l'Express Ville, qui nous fait le plaisir de rester avec nous pour ce débrief de Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Patrick Roger, l'union est un combat aussi à gauche. Oui, c'est le flou à gauche. Oui, c'est le grand flou et
il a très bien démontré en fait en démarrant l'interview tout à l'heure qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça fait des mois maintenant que ça dure entre Mélenchon ou une autre voix, celle de Hamon, Lienemann ou Montebourg, où il a dit en fait une troisième possibilité. Oui, il ne conteste pas. Oui, mais alors on a du mal en fait à voir très précisément ce qu'il y a. Non, il y a une chose. Possibilité, c'est avec les écologistes. Oui, il y a les écologistes. Non, mais il y a une chose qui est quand même certaine, c'est qu'il y a quelqu'un qui déroule en fait tranquillement actuellement, qui est Marine Le Pen, et qu'à côté, dans les autres camps, on est en train de provoquer un spectacle qui est quand même assez indigne finalement. Certes, il y a la place au débat, il faut discuter des idées, mais là, on voit que ce sont des rivalités aussi de personnes, quoi. Ouais. Alors, c'est cette convergence des forces de gauche dont je voudrais parler avec vous, Thierry Dupont. Alors, Jean-Luc Mélenchon, ou un candidat communiste, a-t-il dit, le secrétaire national, ou une troisième voie avec des écologistes. Est-ce que vous pouvez écrire ça ? En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que le cadre, s'il l'a dit, Pierre-Laurent l'a dit, le cadre proposé par Jean-Luc Mélenchon ne convient pas aux communistes. Les communistes ne se fondront pas dans le mouvement La France Insoumise qu'a lancé Jean-Luc Mélenchon. C'est une vieille histoire, hein, parce qu'on le sait depuis maintenant plusieurs années. Les relations entre l'appareil communiste et Jean-Luc Mélenchon sont très mauvaises. Alors, la difficulté pour les communistes, c'est de construire une alternative. Alors, avec les écologistes, c'est possible, ça s'est déjà vu au régional. Ça n'a pas été couronné d'un grand succès, mais enfin bon, ça peut se tenter encore. Les passerelles avec les socialistes, elles existent depuis longtemps, mais bon, il y a la question législative derrière, qui reste quand même avec les frondeurs, les frondeurs. Oui, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des candidatures entre la gauche du PS et les communistes aux législatives? Bon, ça voudrait dire que les socialistes se démarqueraient de leur propre parti. Non, mais le spectacle, moi je reviens quand même là-dessus, je trouve que le spectacle est assez affligeant parce qu'il y aurait la possibilité de se mettre d'accord sur un certain nombre d'idées. Je pense qu'entre Mélenchon et le Parti communiste, on l'a vu, donc en 2012, ils ont fait quand même plus de 11% des voix, hein, me semble-t-il. Et puis des maires communistes ont promis à Jean-Luc Mélenchon les signatures. Bien sûr, voilà. Et ce qu'on pensait derrière nous, c'est-à-dire cette petite guerre des chefs, elle se présente encore sur le devant de la scène. Alors certes, parce que Mélenchon fait à chaque fois de l'entrisme, c'est-à-dire qu'il pousse les pions un petit peu loin à son avantage pour ensuite pouvoir dominer la situation, quoi. Mais bon. Avec un problème François Hollande, hein, quand même. Oui. Un vrai problème, dit-il. Pierre Laurent, 90% des électeurs de gauche n'en veulent plus. Ouais. Oui, plus personne n'en veut, visiblement à gauche, non seulement dans l'opinion française, mais également à gauche, effectivement. Et donc, il faut passer à autre chose, il le dit très bien. Sauf que se passer à autre chose avec les socialistes, c'est assez compliqué. Il y a cette voie, donc, avec Arnaud Montebourg, avec Lienemann, avec Hamon, mais il y a un rejet pour ce qui pourrait être l'alternative au gouvernement, qui est Manuel Valls, puisque jusqu'à présent, ils ont dit, et hors de question, avec tout le monde chez les socialistes, hors de question avec Manuel Valls. Alors, visiblement, sur la politique pure, il ne vous a pas tellement éclairé. Hein, Pierre-Laurent, vous n'en savez pas plus, hein, c'est ce que vous disiez. C'est tout le but de la réunion du Conseil national de ce week-end. Oui, c'est quand même de trancher. Oui. On voit bien que d'ailleurs que la question des parrainages pour Jean-Luc Mélenchon, on sait très bien que les maires communistes retiennent leur parrainage actuellement. Ils n'ont pas de consigne. C'est assez logique ce que dit en même temps Pierre-Laurent. Il faut d'abord qu'ils décident ou pas d'y aller. Bon, ils savent bien que s'ils y vont tout seuls, ça va être extrêmement compliqué. Une candidature communiste pourrait faire quelques pourcentages, mais enfin vraiment, ça sera assez faible. Donc il reste à trouver le partenaire, le parti idoine. Oui, alors cela dit, après, dans une période que nous vivons qui est quand même assez difficile, délicate, où les Français quand même pensent toujours beaucoup pouvoir d'achat, chômage, etc., on les entend beaucoup moins qu'il y a eu ces questions de sécurité, en fait, de terrorisme. Et là, on les entend en fait un tout petit peu. Sur Calais, on l'a entendu ce matin. Hein, il a dit que ça s'était bien passé, donc satisfait pour le gouvernement. C'est quand même bien que le leader communiste donne un satisfait au gouvernement sur ce thème-là. Alors, il donne un premier satisfait, mais il va... Il affirme qu'on ne va sur pas le démantèlement, en tout cas. Il dit oui, sur le démantèlement, ça s'est plutôt bien passé, etc. Même si, clin d'œil au passage, les migrants qui ont fui Calais, qui sont venus à Paris sous les quais en fait, du métro, sont à 2 pas, à 250 mètres, 300 mètres hein, de la place du colonel Fabien et du Parti communiste. Et on ne les a pas vus d'ailleurs véritablement sur le terrain. Moi, j'ai pas vu de pancarte en fait, du Parti communiste, alors que c'est à 200 mètres le parti le plus proche, c'est bien le Parti communiste. Je crois qu'il y avait une manifestation hier soir, je ne sais pas si
s'il y avait beaucoup de oui, mais une manifestation de soutien. On n'a pas vu en tout cas beaucoup de solidarité. Je ne sais pas si vous êtes allé sur place, mais il n'y a pas beaucoup de solidarité en fait de politique. C'est vrai que c'est difficile de s'afficher avec des gens qui sont en situation, quand même, quoi qu'on en dise, en situation irrégulière. D'ailleurs, il n'était pas trop capable de répondre sur ce qu'il fallait faire de ceux dont on n'examinera pas forcément la situation, qu'on régularisera pas. Ouais. Non, avec cette volonté d'accueillir, dit-il, quelques dizaines de milliers de personnes, que la France en a la capacité. Bien sûr, quand la France en a la capacité. Après, je pense que c'est une politique et une stratégie qu'il faut mettre en place. Thierry Dupont ? On est dans la tradition communiste d'accueil. Là-dessus, il y a eu pas mal de signaux envoyés depuis. Tous les communistes ont été quand même assez souvent dans les mouvements de soutien aux travailleurs immigrés. Oui, alors dans une tradition communiste d'accueil, certes, mais on sait que quand même, depuis quelques années, ils ont perdu une frange de leur électorat qui est allée à l'autre extrême, du côté en fait de l'extrême droite, parce que cette population a du mal, et paupérisée, elle a du mal justement à voir du bon côté l'arrivée de ces migrants, de ces populations immigrées. Alors, il nous reste une minute. Patrick Rouget, vous êtes un homme de médias, vous êtes directeur général de Sud Radio. Vous avez vu la solidarité de Pierre Laurent avec les grévistes d'e-télévision. Oui, sur le fond, bien sûr, en plus, c'est évidemment Vincent Bolloré qui est à la tête de ce paquebot, et il ne peut être que très interrogatif sur la politique suivie et la stratégie éditoriale de Vincent Bolloré. Thierry Dupont là-dessus ? Moi, j'ai été presque plus surpris de voir qu'il continuait de soutenir les manifestations de policiers. C'est vrai que ça avait un peu surpris. Là encore, je pense qu'il y a... ça traduit aussi un glissement de la société française qui s'interroge sur ces questions de sécurité, qui voit les policiers en difficulté aujourd'hui. Et il a raison de rappeler que les policiers ne sont pas des fonctionnaires si différents des autres corps de la fonction publique. Sur les policiers Oui, c'est vrai. Bon, il rejette la légitime défense, l'une des revendications principale, et ça se comprend bien sûr des policiers, et c'est vrai, la fonction publique, quelle qu'elle soit, souffre actuellement, et c'est vrai que dans les rangs du Parti communiste, il y avait beaucoup de gens issus de cette fonction publique, donc il y pense sérieusement, forcément. Merci Patrick Rouget, directeur général de Sud Radio. Merci Thierry Dupont de l'Express Ville. On passe au premier zapping politique des matinales, celui de Christophe Combarieux, qu'on regarde ensemble. Il y a un proverbe persan, donc c'est l'Iran, qui dit... Ça n'est pas en ajoutant des doutes aux doutes que l'on peut rassurer, stabiliser. Il y a là quelque chose qui relève de la manœuvre que de vouloir pousser François Hollande dehors. Motif qu'il y a eu un livre qui est effectivement pas le meilleur livre auquel est contribué François Hollande. Lorsque vous gardez un secret, si vous le gardez, c'est votre esclave. Si vous le dévoilez, c'est vous qui en devenez l'esclave. Ce qui n'est pas à la hauteur, c'est le spectacle sans précédent d'un Premier ministre qui a honte du président qui l'a nommé. Si j'étais choisi, je confierais Matignon à François Barouin, et je fais... François Barouin, pas Bayrou. Petit lapsus, c'est toujours amusant les lapsus. C'est toujours amusant. Non, j'ai dit Barouin. Le débat qui est en train de se dérouler, et les attaques, par exemple, à l'égard de François Bayrou ne rehaussent pas, me semble-t-il, le débat. Bayrou a manifestement un problème personnel avec Nicolas Sarkozy. Il l'a insulté, à travers lui, il a insulté tous ceux qui soutiennent Nicolas Sarkozy. Voilà quelqu'un qui a été 3 fois candidat à la présidence de la République, 3 fois il a échoué au premier tour. Il a récupéré une UDF qui avait 100 députés, il n'y en a plus un seul. Et toutes les personnes avec qui il s'est allié, ça s'est mal tourné. Mais c'est le choix d'Alain Juppé. Vous soutenez Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Ça vous a pas échappé. Qui est attaqué par les sarkozystes en raison du soutien de François Bayrou. Nous refusons le centre Girouette, qui est avec nous le lundi pour gagner la ville de Pau, et qui est le mardi avec François Hollande pour concourir au retour du socialisme à la tête du pays. Pour gagner, il faut que des gens qui n'aient pas voté pour nous avant, maintenant, votent pour nous. Donc il faut qu'ils viennent, mais Alain Juppé n'est pas un dealer. Pour moi, qui veut une rupture très franche avec le quinquennat socialiste qu'on vient de vivre, Alain Juppé a 2 atouts-maîtres. C'est une femme politique de premier plan. Elle préside la première région française, 12 millions d'habitants. Donc effectivement, tout le monde attendait un peu son choix. Je vous remercie de tout cœur. Non, mais elle a le droit, on est quand même libre. Je ne vais pas faire de procès à qui que ce soit parce qu'il fait un choix.
pas. Il y a un sondage à paraître demain, un sondage IFOP très sérieux pour Psychologie Magazine sur la gentillesse. La question c'est quel candidat est le plus gentil et la réponse c'est vous. Est-ce que vous embouche un coin Ils sont pas sérieux les gens. Non mais monsieur, vous voir les gens, non? Ben oui, c'est pas les journalistes. Mais pour l'instant, on a du mal un peu à voir les habitants, voilà. Je ne suis pas venu pour vous voir. Est-ce que vous avez un mot gentil pour Nicolas Sarkozy qui est le dernier de ce classement? Allez, pas de polémique. Alain Juppé en visite ce matin à Argenteuil, après avoir dévoilé hier une affiche de campagne plutôt austère. Même le community manager du compte de campagne de Nicolas Sarkozy est allé de son petit message. Il n'a pas hésité à faire le parallèle entre cette affiche et un faire-part de décès. Depuis là, il a retiré son tweet, c'est quand même plus poli. Voilà, c'était Territoire d'info, la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée à tous et à demain.